Bonjour professeur. Bonjour Mohamed, vous allez bien? Bien. Alors aujourd'hui, nous allons, je ne sais pas si ils sont vos camarades, ils nous joignent ou Oui, d'accord. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, comme c'était prévu, les contrats d'État. ok Et, professeur. et on avait demandé quoi encore? Vous vous rappelez? Oui professeur, j'ai pas bien entendu. Il fallait préparer les contrats d'État et quoi d'autre? Les contrats d'État et les actes unilatéraux des États. Très bien, les actes unilatéraux des États. Très bien. Donc, je vous avais demandé un peu de faire des lectures pour qu'on puisse un peu activer le cours à ce niveau-là. Déjà au niveau des contrats d'État, si vous vous rappelez, c'est Oui, si vous avez fait des lectures, dites-moi, c'est un contrat d'État. Qu'est-ce qu'il y a des contrats d'État? Alors, déjà, vous êtes au courant qu'un contrat, c'est un acte entre une ou plusieurs en- parties, oui, en vue. oui, exactement. L'objectif du contrat, c'est de C'est de produire un contrat, c'est un accord entre deux États en vue de produire des effets juridiques. très bien. Normalement, un contrat entre deux États, les États ne signent pas un contrat. Les États, qu'est-ce qu'ils concluent? Entre eux, ils vont conclure des traités internationaux. Oui, On est bien d'accord. exactement. Par contre, les contrats, ça c'est un cours que vous avez fait en droit privé, les contrats, ce sont des accords aussi de volonté, comme les traités, c'est la même chose. Ce sont des accords de Oui, volonté, mais pas entre États. Ce sont des accords de volonté entre deux ou plusieurs parties. Ça peut être un État et un particulier, ou bien ça peut être des particuliers entre eux en vue de créer justement des effets juridiques, c'est-à-dire des droits et des obligations. oui, Maintenant, ça c'est la définition d'un contrat. Donc un contrat déjà, à la base, un contrat, c'est un acte entre, un acte entre deux ou plusieurs parties. L'objectif d'un contrat, c'est toujours de créer des droits et des obligations. Maintenant, nous, on n'est pas intéressé par le contrat en tant que tel, mais ce qui nous intéresse dans notre cours en droit international économique, ce qui nous intéresse, c'est une partie du droit international. C'est une partie normative qui s'appelle les contrats d'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'État? Là, déjà, il y a l'idée qu'il y a une des parties qui est un État. Donc, l'un des co-contractants qui est un État. Parce que théoriquement, l'État, quand il veut conclure un accord avec un autre État, il n'a pas besoin de contracter, puisque ça, c'est une particularité des particuliers. Mais l'État, quand il veut conclure avec un autre État, il va conclure, parce qu'il dispose de la personnalité juridique internationale, il est habilité à conclure carrément des traités internationaux, ce qu'on appelle des conventions internationales. Alors, normalement, les contrats sont affectés à des sujets du droit, enfin à des acteurs plutôt, qui ne disposent pas de la personnalité juridique internationale, mais qui ne disposent que de la personnalité juridique de droit interne. En l'occurrence, ça peut être des investisseurs, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises, mais en tout cas pas les États. Alors, à un certain moment de l'histoire des relations internationales économiques, les États ont eu besoin, à un certain moment, de conclure des accords, pas uniquement entre eux, mais d'aller s'ouvrir, de faire des ouvertures sur d'autres acteurs de la scène internationale économique. Et donc là, il y a eu le besoin, il y a eu l'expression d'un besoin, où l'État a eu un certain moment a eu besoin d'aller conclure des accords, non pas exclusivement qu'avec des États, mais aller conclure des accords avec d'autres acteurs des relations internationales. Et c'est ainsi que l'État a dû, à un certain moment, il y a eu un besoin, une demande dans le sens de conclusion des accords avec des acteurs transnationaux, des acteurs infra-étatiques. Ces acteurs, ils sont divers, ça peut être des entreprises, ça peut être des investisseurs, des hommes d'affaires, des banques, etc. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'introduction générale de l'utilité, du besoin, l'expression du besoin pour conclure justement ces contrats d'État. Alors justement maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'État?
Mais dis, tu as fait une petite recherche sur les contrats d'État? Alors, professeur, j'ai fait une petite recherche, mais le problème, j'ai pas trouvé Le quelque contrat chose d'État. qui est en rapport avec le droit international économique, c'est-à-dire les D'accord, contrats d'État. d'accord, J'ai trouvé juste des initiations en ce qui concerne les contrats d'État au niveau, en droit international en général. Mais en d'accord. particulier pour le droit international économique, j'ai pas pu trouver quelque chose. Très bien, très bien. Alors, justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les contrats d'État en droit international économique. En droit international économique, donc c'est une partie du. Pourquoi c'est important le contrat d'État? Parce qu'en fait, par la suite, il y aura toute une partie du contentieux économique international qui va être affiliée à cette partie qui est le contrat d'État. Donc, c'est pour ça que on a besoin déjà au niveau de la norme, du cadre normatif, de s'arrêter sur le contrat d'État pour par la suite, euh, quand vous aurez besoin de faire du contentieux économique international, de vous référer à, à, à ce type de litige. Avant cela, je voudrais, excusez-moi, je vais prendre une minute, le temps de régler un petit problème de connexion, parce que ça risque de partir, ça me l'a fait hier, dans le cours précédent. Ok, Je règle ma connexion et je reviens tout de suite, ça me demandera une minute. ok. Ça va, c'est bon. Maïssa, tu m'écoutes? Ça Oui, va, c'est professeur, bon? je vous écoute. D'accord, très bien. Alors, je disais, donc on avait besoin, à un certain moment, on a besoin de nous arrêter sur le contrat d'État en droit international économique. Alors, un contrat d'État, c'est un contrat, déjà, on avait dit que la définition du contrat, on a besoin de deux, c'est un accord de volonté entre deux, très souvent de particuliers. Parce qu'à partir du moment où l'État n'a pas besoin de conclure des contrats, l'État il a une personnalité juridique internationale. Et parmi les acquis de la personnalité juridique internationale, les, acquis, enfin, les prérogatives qu'offre la personnalité juridique internationale, c'est la capacité. Elle, a des, elle donne des capacités. Parmi ces capacités, c'est la compétence de l'État, la capacité de l'État de conclure des traités internationaux. Donc là, l'État, il a besoin de conclure avec des acteurs qui ne sont pas à son niveau juridique, des acteurs qui ne disposent pas de la personnalité juridique internationale. Il a besoin de conclure des accords avec des acteurs, puisqu'ils ne disposent pas de la personnalité juridique internationale, ils n'ont pas cette capacité qu'a l'État de conclure des traités internationaux. Et donc, puisqu'ils ne sont pas dans la même, ils ne sont pas à des degrés équivalents, ils ne sont pas, ils sont pas à la même hauteur, ils ne sont pas dans les équilibres des équivalences, il se trouve que il y a une intelligence juridique qui a fait que, à un certain moment, dans les années, surtout avec la montée de la privatisation, dans les années 60, 70, euh, euh, avec la montée du phénomène de la furie des investissements internationaux, le développement de l'investissement international étranger, l'État a eu besoin, cette fois-ci, de conclure avec des firmes internationales. Il a eu besoin de conclure avec des investisseurs internationaux. L'État a eu besoin de conclure avec des banques internationales, avec des entrepreneurs internationaux. Alors, toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là, vous convenez bien avec moi, ce sont des acteurs qui ne disposent pas de la personnalité juridique International, internationale. D'accord? Ces oui. acteurs-là, parce que l'investisseur, c'est un individu, et on a dit en introduction que l'individu,
ne dispose que de la personnalité juridique interne. interne. Et donc, puisqu'il dispose de la personnalité juridique interne, il n'est pas habilité à conclure, l'investisseur n'est pas habilité à conclure des traités. Seul l'État peut le faire, seule l'organisation internationale peut le faire. Oui, Par contre, l'investisseur n'est. Alors, il se trouve que l'État, on se retrouve dans ce qu'on appelle une recherche, une quête des équilibres entre un monstre juridique qui est l'État et un nain juridique qui est l'investisseur. Mais en oui, même temps, il faut en même temps créer cet équilibre, chercher à créer le même équilibre entre le même État, qui tout en étant un monstre juridique, il est en même temps un nain économique par rapport à l'investisseur. L'investisseur, c'est un monstre économique, mais c'est un nain juridique. Et donc, c'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle, à travers le réajustement de ces équilibres-là, de ces différents équilibres entre une force économique et une fragilité juridique d'un côté, d'une part et d'autre, et vice-versa, il y a eu à un certain moment cette intelligence qu'on appelle normative qui a été de découvrir et de créer, de produire ce qu'on appelle une nouvelle norme qui s'appelle les contrats d'État. Alors, ce sont des contrats. Pourquoi c'est des contrats? Parce que c'est un acte de volonté entre des investisseurs, donc des personnes, des particuliers, ça peut être des investisseurs, des entreprises, des banques, etc., qui sont habilités à conclure des contrats. Sauf que ces personnes-là, on l'a dit, ce sont des nains juridiques, donc ils ne sont pas habilités à conclure des conventions, des traités, parce qu'ils ne disposent pas de personnalité juridique internationale. Et en même temps, ils ont besoin de conclure avec un État, qui est un monstre juridique, parce qu'il dispose de la personnalité juridique internationale. Mais en même temps, l'État a besoin d'eux, parce que l'État, il est fragile économiquement, par rapport à l'investisseur, qui est un monstre économique. Et donc, pour rééquilibrer, a été inventé justement, pour créer ce type d'équilibre, a été inventé ce qu'on appelle les contrats d'État. Alors, le contrat d'État, c'est un accord de volonté entre un État et euh, euh, un ressortissant d'un État étranger. oui, Ce exact. ressortissant de l'État étranger, ça peut être une personne morale, donc une entreprise, ça peut être une personne physique, donc un investisseur ou un financier, etc. D'accord? Oui, exactement. Alors, justement, ce contrat d'État, c'est un accord de volonté entre un État euh, et un ressortissant d'un État étranger. L'objectif euh, de ce contrat d'État, ben il poursuit le même objectif qu'un contrat normal ou qu'un traité normal. Son objectif, c'est de créer des droits Les effets juridiques. et exactement des effets juridiques, donc des droits et des obligations vis-à-vis de chacun des deux parties. Voilà, donc en gros, c'est un peu l'historique et surtout l'origine de la création des contrats d'État en droit international économique. Ça a été l'objectif principal, c'était de permettre à l'État d'aller contracter, d'aller s'accorder avec des acteurs qui ne disposent pas de la personnalité juridique internationale, mais dont l'État, mais qui sont essentiels pour la durabilité économique de l'État. Donc l'État a dû se rabaisser à un certain moment, juridiquement au niveau de ce nain juridique qui est l'investisseur, etc. Mais en même temps, parce qu'il a tout simplement besoin de lui. Il a besoin de cet acteur-là dans sa vie économique, pour la durabilité économique de cet État. Voilà donc un petit peu l'origine, en résumé, l'historicité. Après, je vais vous donner le data show, je vais vous le mettre sur la plateforme, d'ailleurs tout le data show du cours, et vous allez suivre étape par étape ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, le contrat d'État, donc, c'est un accord de volonté. Or, le contrat d'État, en même temps, c'est une source normative. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du contrat, le contrat va disposer d'un ensemble de clauses. Dans les clauses du contrat, vous avez un ensemble de clauses. Alors, vous avez les clauses, par exemple, les clauses compromissoires. Dans une clause compromissoire, dans un contrat d'État, vous trouvez forcément et nécessairement ce qu'on appelle des clauses compromissoires. Parfois, vous allez trouver des clauses parapluies. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est.
Ce qui nous intéresse d'abord au niveau du contentieux, ce sont ces clauses compromissoires que comporte le contrat d'État. C'est-à-dire qu'un contrat d'État, vous avez bien compris que c'est un contrat qui est conclu entre un monstre juridique, c'est un État souverain qui est un État, parce que l'État, il est souverain. L'État dispose de euh, la souveraineté donc politique, mais aussi la souveraineté juridique. Les tribunaux appartiennent, les tribunaux qui sont censés régler le litige appartiennent à l'État. Et l'État a un pouvoir sur les tribunaux, sur le judiciaire. Par contre, l'investisseur, qui va être également acteur à ce litige, lui, il n'est pas souverain. Donc, il n'a pas de pouvoir sur les tribunaux. Donc, ce qui va remettre en question un petit peu la question de la... ce qui va remettre en question, excusez-moi, euh, euh, la question de la crédibilité de ces forteresses judiciaires qui relèvent de la souveraineté de l'État qui est partie au contrat, à ce contrat qu'on appelle le contrat d'État. Donc là, déjà, dès le départ, il y a un déséquilibre entre l'acteur qui est souverain et l'autre acteur qui est l'investisseur, qui lui n'est pas souverain, qui doit dépendre de la juridiction de l'État qui est en même temps juge et partie en fait. Imaginez qu'il y a un litige, je ne sais pas moi, qu'il y ait une mauvaise exécution du contrat d'État ou qu'il y ait une inexécution carrément du contrat d'État de la part de l'État. Imaginez aussi que ce type de litige soit soumis au juge étatique. Alors là, il y a des doutes sur la crédibilité, puis il y a des doutes aussi sur la sécurité juridique de l'investisseur. Alors comment régler ce type de litige? Comment faire en sorte que l'État ne soit pas en même temps juge et partie, c'est-à-dire il a en même temps, il a mal exécuté le contrat, donc il est dans l'obligation d'exécuter, mais celui qui va le forcer à exécuter, c'est un démembrement de cet État, qui est le pouvoir judiciaire, une composante de l'État. Alors comment faire en sorte, comment donner la force exécutoire à une sentence judiciaire euh, et la rendre exécutable contre l'État? Bien. Alors là, donc justement pour se protéger, ces investisseurs, avant de conclure ces contrats d'État, ils se sont protégés par différentes clauses. Alors c'est comme ça que quand vous ouvrez un contrat d'État, vous allez trouver plein de clauses qui justement protègent ces, personnes, ces ressortissants d'un autre État qui sont en train de conclure un contrat avec un État d'accueil, bien sûr. Parmi ces clauses, on a dit la clause compromissoire. Alors très souvent, les clauses, pratiquement 60% des contrats d'État dans le monde comporte ce qu'on appelle une clause CIRDI, Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les contrats d'État prévoient qu'en cas de litige, il faudra faire recours non pas aux tribunaux internes de l'État qui est parti au litige, mais il faudra faire appel au centre arbitral qui est affilié à la Banque mondiale, qui s'appelle le CIRDI, le Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement, le CIRDI, CIRDI. C'est une clause compromissoire. C'est-à-dire qu'en cas de litige, les deux parties au contrat, et l'État et l'investisseur, devront se référer pour règlement de ce litige, devront se référer à ce tribunal arbitral affilié à la Banque mondiale qui est le CIRDI. Parfois, vous pouvez trouver des clauses compromissoires. Vous allez trouver dans cette clause, vous allez par exemple trouver, en cas de litige, il faudra recourir au médiateur, à la procédure de règlement des différends qui est la médiation. Parfois, dans la clause compromissoire, vous pouvez trouver des clauses qui prévoient le recours, je ne sais pas moi, à la CCI, la Chambre de commerce internationale de Paris, qui est une ONG arbitrale. Dans d'autres contrats d'État, et vous pouvez croiser des clauses, je ne sais pas moi, la Cour de Londres, le renvoi à la Cour de Londres, ou bien le renvoi en cas de litige à un négociateur ou à un médiateur, ce qu'on appelle des modes de règlement alternatifs. Donc tout ça sont des clauses. Ce sont des clauses qu'on appelle les clauses compromissoires et qui sont incluses, sont des clauses qui sont incluses à l'intérieur des contrats d'État et qui permettent de répertorier le mode de règlement
du différent. De un, est-ce que c'est un mode arbitral? Est-ce qu'il faudra recourir à l'arbitrage? Est-ce qu'il faudra recourir à la médiation? Est-ce qu'il faudra recourir à, à la négociation, par exemple? Ou bien carrément, il faudra recourir à la justice. Donc là, recourir soit à la justice interne ou à la justice internationale. Sauf qu'ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière économique, euh, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la matière économique, c'est une matière qui est allergique au juge international. La preuve, c'est que dans toute l'histoire de la Cour internationale de justice, il n'y a eu que 2 affaires qui ont été déférées à la Cour internationale de justice. 2 affaires, c'était la Barcelona Traction et l'Electronica Secuta. Hormis ces 2 affaires-là, tous les litiges économiques internationaux ne sont pas déférés devant le juge international, pas devant des cours internationales de justice, mais ils sont déférés devant des cours, donc des règlements alternatifs. Alors, c'est soit le tribunal arbitral CIRDI, soit les tribunaux CNUTSI, le tribunal des CCI, etc., etc. Donc, ça dépend des modes qui sont prévus, de règlements des différends qui sont prévus à l'intérieur des clauses compromissoires propres à chaque contrat d'État. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Dans un contrat d'État, on peut croiser, on vient de le voir, on peut croiser des clauses compromissoires. Ça vient de compromis. C'est-à-dire, en cas de litige, le recours, donc quel est le recours possible? Est-ce qu'il faut faire un recours devant un mode de règlement alternatif ou bien un mode de règlement judiciaire? Bien, donc là, c'est défini au niveau, c'est prédéfini, excusez-moi, au niveau du contrat d'État à travers la clause compromissoire. Voici le premier niveau. On peut aussi trouver, pour réajuster ces équilibres dont je vous parlais tout à l'heure, dans la quête de ces équilibres qui vont être provoqués par l'existence de ces contrats d'État, dans cette quête-là, les contrats d'État peuvent être aussi, on peut trouver, on peut inclure dans ces contrats d'État ce qu'on appelle des clauses parapluies, umbrella clauses. Donc, c'est des clauses aussi de protection de l'investisseur, de ce ressortissant étranger, qui prévoit que, en fait, dans la clause, c'est une clause par laquelle l'État d'origine, en fait, le parapluie, c'est en fait, dans cette clause, il y a l'idée du parapluie, et ce parapluie, il représente la symbolique derrière le parapluie, c'est la symbolique de la garantie, de la sécurité juridique et de la garantie juridique, la sécurité juridique. Qui sécurise l'investisseur? Justement, c'est l'État d'origine de l'investisseur qui le sécurise par le moyen de l'umbrella clause. Alors, quand dans un contrat d'État, il y a intégré l'umbrella clause, ça veut dire qu'en cas de litige, l'État d'accueil de l'investisseur, en fait, qui est en litige avec l'investisseur en tant que tel, il va se comporter avec cet investisseur dans le cadre du litige à un niveau en fait qui est rehaussé au niveau de l'État à partir du moment où l'investisseur il est représenté, il est représenté et protégé par une garantie juridique et par une sécurité juridique de son état d'origine. On appelle ça l'umbrella clause, la clause parapluie. D'accord? Donc voilà, dans les contrats d'État, vous avez ces 2 clauses, soit la clause compromissoire, soit la clause parapluie. Donc là, ce sont 2 types de clauses qui permettent de rehausser la valeur et la valeur juridique d'un contrat, de le rehausser au niveau qui se rapprocherait du niveau de protection juridique et aux égards juridiques dont jouit le traité international. Donc ça, ce sont un petit peu, je vous ai donné 2 moyens, je crois que c'est largement suffisant pour vous, pour ne pas trop vous embrouiller. Vous devez me retenir 2 grands moyens de sécurisation, de garantie juridique à travers justement ces clauses. Alors, qu'est-ce qui va sécuriser l'investisseur devant l'État? En gros, ce sont ces types de garanties juridiques à travers justement ces clauses. Voilà, donc ça c'est au niveau du contrat, de son origine,
des clauses de protection du contrat euh, euh, qu'il faudra un petit peu retenir à ce stade-là. Maintenant, une fois que le contrat est conclu, il oblige en fait les parties à le respecter. Alors il y a deux cas de figure. Soit que les parties respectent, les deux parties, donc et l'État et le ressortissant de l'État étranger, euh, qui sont euh, les co-contractants en fait, respectent les dispositions du contrat, et donc il n'y a pas de litige, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de... il n'y a pas il n'y a pas de raison pour aller recourir devant un mode de règlement des différends. Donc là, le problème ne se pose pas. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est effectivement la naissance d'un litige. Il se peut, il se peut que, suite à la conclusion du contrat, il se peut que l'un des co-contractants soit n'exécute pas le contrat ou bien exécute mal le contrat. Je vous donne deux cas de figure. Alors, soit il n'exécute pas le contrat, c'est le cas le plus en fait euh, euh, récurrent, c'est le cas d'un contrat entre un État et un investisseur, où par exemple l'État a l'investisseur qui est engagé à, je ne sais pas moi, au forage d'un puits ou d'une mine, au forage d'un puits par exemple d'hydrocarbures, ou bien à la construction d'une autoroute, et que l'État, donc forcément, dans ce contrat-là, il va s'engager à rémunérer, à payer, à exécuter son contrat par euh, la rémunération, donc à payer la valeur qui est due en contrepartie de cette prestation. Donc l'un fait la prestation et l'autre paye. Donc imaginons le premier cas de figure où c'est l'État qui exécute mal le contrat, soit qui paye mais il paye à moitié, invoquant l'idée que le chantier a été mal construit ou que le forage a été mal euh, fait, etc. Euh, alors on a plein de cas, par exemple le cas du Maroc, au Maroc, l'affaire du Holiday Inn, la chaîne d'hôtellerie entre le Maroc. Vous avez aussi le cas de l'affaire Klockner entre le Cameroun et la société allemande Klockner. Vous avez par exemple la Lyonnaise des Eaux avec l'État de Bolivie, etc. Donc là, ce sont des litiges entre l'État bolivien et la Lyonnaise des Eaux sur la question de la prestation d'eau, du service d'eau et d'électricité. Partant du principe que la Lyonnaise a fait sa prestation, qui est la prestation d'eau, d'assainissement et d'électricité, et l'eau, alors que l'État n'a pas payé, n'a pas assuré sa prestation, qui est de payer le service rendu par la Lyonnaise des Eaux. Donc il y a eu rupture du contrat, il y a eu plutôt mauvaise exécution du contrat. Parfois, il y a carrément l'inexécution du contrat, l'État ne veut rien payer du tout. Parfois, il paye à moitié, parfois, il ne paye pas. Et parfois, c'est l'autre côté. Hein. Par contre, c'est l'investisseur qui exécute mal, l'affaire Klockner, par exemple, entre le Cameroun. Quand c'est l'investisseur qui exécute mal le, 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 le contrat, soit il exécute mal ou il n'exécute pas du tout le contrat. Alors, mal exécuter le contrat, ça veut dire utiliser des manœuvres dolosives, euh, la tricherie, la tromperie, etc. Donc, mauvaise exécution du contrat. Ben, c'est le même, en fait, c'est les mêmes choses, c'est le même chapitre que pour les contrats en particulier. Quand il y a vice de consentement, par exemple, quand il y a manœuvre dolosive, il a fait croire qu'il avait les moyens, l'entreprise Klockner a fait croire qu'elle avait les moyens de prendre un chantier aussi énorme que le chantier d'hydrocarbures. Et finalement, il s'est avéré qu'elle n'avait pas les capacités pour aller pour assurer sa prestation. Donc, résultat, il y a eu une mauvaise exécution du contrat. Donc, c'est des manœuvres à travers des manœuvres dolosives, parce qu'elle a fait croire à l'État qu'elle avait les capacités de le faire, alors qu'elle n'avait pas du tout les capacités de le faire. Donc, ça sont des exemples illustratifs pour montrer que un contrat d'État, comme un contrat en particulier, peut être entaché de vices, des vices de consentement, des vices de forme, il y a une mauvaise exécution, il y a une inexécution du contrat, etc. Résultat, suite à cela, un contentieux va naître à partir du moment où le litige naît.
Et ce litige-là, donc justement, pour régler ce litige-là, comme nous sommes en matière contractuelle, euh, euh, très souvent, il faudra d'abord, la première des choses à voir, c'est de vérifier ce litige, il doit être réglé devant quelle instance. Est-ce que ce litige doit être réglé devant, par exemple, dans l'affaire Klockner, en Cameroun et la société, est-ce qu'il faut aller régler le différend devant l'état d'accueil de l'investisseur? Et là, il y a un perdant forcément, c'est l'investisseur, parce qu'il est, euh, euh, l'État est entre autres juge et partie, à partir du moment où il incarne le pouvoir judiciaire, l'État, avec qui la société ou l'investisseur a contracté, ou bien il faut aller creuser dans les clauses du contrat et aller chercher quel mode de règlement des différends. Et là, c'est le contrat, en fait. C'est le contrat qui va nous renvoyer vers le mode de règlement des différends. Donc, si c'est prévu la médiation, donc ils vont aller renvoyer vers la médiation. Et encore parfois, il y a même le nom des médiateurs qui sont prévus. Si c'est une clause arbitrale, il y a les noms, parfois il y a les structures arbitrales qui sont inclus dans le contrat, c'est-à-dire en cas de litige, nous prévoyons d'aller devant le, donc, c'est des modes alternatifs. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'à la différence du règlement judiciaire, le règlement alternatif, il a quelque chose, il développe une certaine intelligence et une perspicacité qui n'existe pas dans le règlement judiciaire. La première efficacité de ce règlement alternatif, c'est que d'abord, il est très rapide. C'est vrai qu'il coûte cher par rapport au règlement judiciaire, mais en tout cas, il est très rapide. Il est rapide parce que on n'a pas besoin d'attendre la lenteur et la lourdeur des processus judiciaires devant les États. Euh, vous savez très bien que les procédures judiciaires sont très lentes, elles sont formalistes, le processus long, il est trop lourd. Et traditionnellement, on l'a vu, le droit international et donc les contrats d'État, ils sont allergiques au juge international. Donc, d'où le rejet de recourir à ces aux tribunaux ni internes ni internationaux, puisqu'il y a déjà derrière cette idée l'incarnation de l'État. Maintenant, le recours au mode alternatif, il a des avantages. Le premier avantage, c'est que ce sont des modes qui sont le mode alternatif. L'avantage du mode alternatif, c'est que ce sont les avantages des modes alternatifs, euh, c'est que d'abord, ce sont des modes qui répondent au triple impératif, qui est l'efficacité, la rapidité, la technicité. Alors l'efficacité, ce sont des modes efficaces parce qu'en fait déjà les acteurs du mode alternatif, ça peut être des médiateurs, des arbitres, etc. Ils sont efficaces parce que ce sont des experts internationaux. C'est un mode rapide parce que déjà le règlement du litige ne peut être que très très rapide, il va être très très court parce que déjà le fait que les deux parties prenantes, les deux protagonistes se mettent d'accord sur l'identification du mode de règlement des différends, c'est déjà un grand pas en avant dans le règlement du différend en lui-même. Parce que déjà, ils se sont mis d'accord sur quelque chose. À partir du moment où c'est des modes choisis, quand ils choisissent l'arbitre, il faut qu'ils soient tous les deux, qu'ils fassent c'est pour ça qu'on dit que c'est une clause compromissoire. Il faut qu'il y ait un compromis entre les deux parties qui sont en litige. Il faut qu'ils se mettent tous les deux d'accord sur le nom de l'instance arbitrale ou de la médiation, la négociation, de l'instance alternative qui va régler le différend. Il faut aussi qu'ils se mettent tous les deux d'accord sur les noms du jury. Alors, déjà, le fait qu'ils arrivent à faire un compromis à ce niveau-là, c'est déjà un grand pas en avant dans le règlement du différend. On a déjà gagné beaucoup de pas. Alors que si on recourt au mode judiciaire, ben, ils ne choisissent ni le juge, ni la structure judiciaire, c'est imposé. Donc tout ça, c'est imposé, c'est pas choisi. Alors, la rapidité, la technicité. Et puis, c'est aussi la technicité. Alors là, déjà, quand on recourt à des arbitres ou des médiateurs, euh, ce sont des connaisseurs en la matière. Donc, le fait de choisir l'arbitre X pour l'affaire Y, le fait de choisir cet arbitre-là et pas l'autre, c'est parce que tout simplement, cet arbitre, il a une réputation, il a une expertise derrière lui qui a fait que euh, 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 il a été identifié comme expert, comme efficace, il a une réputation derrière qui a fait que les deux parties ont unanimement choisi cet arbitre-là et pas l'autre arbitre. Et donc, déjà, le fait d'avoir choisi tel ou tel, donc, tel ou tel arbitre ou tel médiateur ou négociateur,
aussi, c'est une étape psychologique très importante dans l'histoire, dans la mémoire du règlement du différend, à partir du moment où les deux, en par compromis, sont tous les deux d'accord sur le fait que cet arbitre X, c'est le plus efficace parmi les autres pour régler cette affaire en question, parce qu'il a la technicité pour le faire, parce qu'il a l'expertise pour le faire, parce qu'il a l'efficacité, l'outil euh, et l'outil pour le faire. Donc là encore, c'est un grand pas. Le fait aussi qu'il y ait un compromis, qu'ils se mettent tous les deux d'accord pour aller vers tel ou tel euh, euh, acteur du règlement des différends, c'est un pas aussi, c'est un grand pas en avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce type de règlement des différends, qu'on va retrouver dans les clauses compromissoires, incluses dans les contrats d'État, c'est un règlement des différends qui répond au triple impératif. C'est un règlement rapide, parce que là, on n'est pas, les deux protagonistes, ils ne sont pas soumis à la lenteur des procédures judiciaires. Au contraire, l'arbitrage, il peut traiter l'affaire en quelques jours, voire quelques heures, alors que les tribunaux, alors que pour la même affaire, les tribunaux judiciaires, parfois, ils peuvent faire traîner cette affaire en quelques mois, voire quelques années. Donc, la vitesse du règlement des différends en mode alternatif n'est pas du tout la vitesse du règlement en mode juridictionnel. Les tribunaux sont trop formalistes, trop procéduraux, trop lents, alors que les modes alternatifs sont beaucoup. Alors, et là, la matière économique, on le rappelle, c'est une matière qui ne supporte pas la lenteur. La matière économique, c'est une matière extrêmement volatile, c'est une matière mutante, changeante. Vous avez vu l'accélération de l'histoire économique. Regardez juste au niveau du... Imaginez qu'il y a un litige au niveau de la matière boursière. Or, la matière boursière, c'est une matière, la matière financière, c'est une matière extrêmement volatile. Les litiges, il faut les régler maintenant, parfois dans l'heure même, ou dans le jour même, ou dans la semaine même. Et c'est des litiges qui ne supportent pas la lenteur, ils ne supportent pas d'être prolongés dans le temps. Imaginez aussi, par exemple, je ne sais pas, moi je prends comme ça au hasard, un litige sur l'acheminement d'une cargaison de bananes, d'un produit périssable, par exemple, et qu'il y a un litige autour de cela. Ben, le litige, il faut le régler maintenant parce que la matière périssable, la banane, c'est une matière périssable. Elle ne va pas attendre des mois, des années pour régler le litige. Il faut le régler avant que le produit ne périsse. Donc, parfois, ça se calcule en heures, en jours, parfois en heures même. Et là, c'est des litiges qui ne sied pas, qui ne conviennent pas à la lourdeur et à la lenteur des procédures judiciaires, mais qui sont beaucoup plus compatibles avec la rapidité, la technicité, l'efficacité des règlements alternatifs. Voilà pourquoi les contrats d'État vont tous intégrer dans leur conclusion, vont intégrer des clauses compromissoires, invitant les deux co-contractants, les invitant à aller en cas de litige, à aller se référer à des modes de règlement des différents alternatifs et non pas recourir à des modes judiciaires. Voilà, donc ça c'est le premier niveau que je voulais traiter avec vous. Donc je crois que j'ai fait le tour un petit peu très rapidement et très légèrement des contrats d'État. Alors ce qu'il faudra retenir aussi, c'est que l'historicité un petit peu de ces contrats d'État, c'est que ce sont des contrats qui sont beaucoup développés, qui ont beaucoup sont développés avec l'histoire de la privatisation. Alors quand il y a eu la privatisation va s'accompagner de la conclusion d'un nombre de contrats, un nombre important de contrats d'État. Et donc, ces contrats, plus la privatisation et l'ouverture sur les investisseurs internationaux va s'accélérer, plus on va voir l'évolution et la profusion, euh, profusion des contrats d'État. On produira plus de contrats d'État dans des aires de privatisation et on produira moins de contrats d'État dans des aires de nationalisation, par exemple. Quand un État nationalise, quand il va
s'accaparer ses richesses nationales, il n'aura pas besoin d'investisseurs étrangers et donc il n'aura pas besoin de recourir à la conclusion des contrats d'État. Donc, plus il privatisera, moins il nationalisera ses richesses intérieures, plus on va croiser les contrats d'État. Donc, c'est pour ça que l'histoire des contrats d'État va s'accélérer avec les ères de privatisation. Et elle va se ralentir dans des ères et des temps de nationalisation euh, des richesses des États. Voilà. Donc ça, c'était pour les contrats d'État. Alors, je vais m'arrêter un petit peu. Est-ce que vous avez des questions avant de Tout faire... est compris, professeur. D'accord, très bien. Donc, on va passer maintenant directement au contrat d'État. Alors, les contrats d'État, justement, les contrats d'État. Non, excusez-moi, on va passer aux actes unilatéraux des États, parce que là, j'ai devant mon écran les contrats définis. Je vais enlever cette page. Et je passe de ça directement aux actes unilatéraux des États. Alors, les actes unilatéraux des États, ce sont des actes qui émanent De la volonté des États, c'est-à-dire qu'il n'y a pas oui, de volonté, qu'il y a une seule volonté qui émane d'un seul État, mais qui produit des effets juridiques à l'encontre de cet État. très bien. Donc déjà, la première des choses, c'est un acte qui est produit par la volonté D'un seul État, d'un seul État, donc unilatéral d'un unilatéral. État. Oui. Et pardon, je vais m'arrêter un petit peu sur la deuxième phase de ta définition, qui est aussi intéressante, qui va produire des effets. Juridique à l'encontre de cet État. Alors parfois c'est à l'encontre de cet État, et parfois ça va être à la faveur de cet État. D'accord? Ok. Je vais vous donner des exemples. Alors, et donc justement, euh, 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 déjà dans les actes unilatéraux, il y a des actes unilatéraux hétéronormateurs. Et Il y a des actes, autonormateur. exactement, des actes autonormateurs. Alors, à l'encontre des États, donc le cas typique, l'exemple le plus que nous avons dans l'histoire du droit international, c'est l'affaire des essais. Ça a commencé avec l'affaire des essais nucléaires françaises, quand dans un communiqué de presse, le porte-parole avait déclaré que le président, dans un conseil des ministres, avait prévu que la France s'engageait à ne plus faire des essais nucléaires, alors qu'elle était autorisée par le droit international à faire des essais nucléaires, à partir du moment où c'est un État qui est membre permanent au Conseil de sécurité, donc les États membres du Conseil de sécurité sont autorisés à faire des essais nucléaires pour développer leur force de frappe nucléaire. Et puis à un certain moment, la France, il y a un communiqué de presse qui explique en fait au monde qu'il y a eu un conseil de ministres, le chef d'État s'est engagé à ce que la France ne fasse plus d'essais nucléaires. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un acte unilatéral qui émane du chef de l'État, donc de l'autorité exécutive, et que, en fait, où l'État s'engage, il s'oblige tout seul. Personne ne l'a obligé, mais lui, il s'est obligé tout seul. Donc ça, c'est un acte unilatéral autonormateur. La France, personne ne l'a obligé, le droit international l'a délié, mais la France a décidé à un certain moment de se lier toute seule. Et donc le chef d'État, il va partir, il y aura des élections, il y aura un nouveau chef d'État, et puis des premières décisions du nouveau chef d'État, c'est d'aller faire des essais nucléaires dans les dom-toms, en océan. Et donc là, tout de suite après, il y a une riposte juridique de la part en Océanie, de la part de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui vont intenter un recours devant la Cour internationale de justice, en considérant que la France n'avait plus le droit de faire des essais nucléaires à partir du moment où elle s'est auto-liée, elle s'est auto-interdit ce droit, elle s'est auto-obligée par un acte unilatéral. Et donc depuis, en fait, là, nous sommes vraiment dans le cas le plus typique de production d'actes unilatéraux autonormateurs. Mais parfois, vous avez des actes unilatéraux hétéronormateurs où l'État va créer des obligations à l'encontre des autres. Exemple, je vous donne un exemple. Un exemple, c'est par exemple le code d'investissement dissuasif. Le Parlement d'un État, lorsqu'il va publier une loi sur l'investissement, un code d'investissement, et que ce code d'investissement, il est dissuasif, il va dissuader les États étrangers à venir investir dans cet État.
Par exemple, il va, par un exemple de code d'investissement dissuasif, lorsque l'État, par exemple, va nationaliser. Donc le fait de se nationaliser, d'entretenir ses richesses nationales par lui-même, c'est une façon de dissuader l'investisseur étranger. Donc là, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas créé des, il n'a pas créé des obligations vis-à-vis de lui-même, mais il a créé des obligations vis-à-vis des autres acteurs internationaux, vis-à-vis de la scène internationale. Il a obligé les acteurs internationaux à ne pas venir investir chez lui, il les a dissuadés, parce que tout simplement, il a expliqué que ces richesses, les matières premières, appartenaient à l'État et qu'il était maître souverain économique de ces richesses-là et qu'il n'invitait pas les autres acteurs à exploiter ou à produire, euh, euh, à produire à partir de ces richesses-là. Bien, alors là, vous avez le premier niveau. Oui, vous avez aussi, par exemple, un autre exemple d'acte unilatéral hétéronormateur. Un autre exemple, par exemple, l'exemple quand un État va manipuler ses monnaies, va faire des manipulations monétaires. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il impose euh, à la scène internationale ces décisions. Par exemple, le cas lorsque le président des États-Unis avait déclaré que le dollar, le billet vert, à partir des années 70, lorsque le président américain des États-Unis, donc l'exécutif américain, va dégager un acte unilatéral où il va déclarer en fait il va déclarer la monnaie, le dollar, comme seule monnaie convertible dans le monde. Donc à travers cet acte-là, qu'est-ce qu'il fait le chef d'État américain? Il oblige la scène économique internationale a accepté, à partir des années 70, une nouvelle parité qui va remplacer, enfin, les parités qui étaient prévues dans les traités de Bretton Woods de 1947, et donc là, accepter le dollar comme seule et unique monnaie convertible. Ce qui va donner quand même un grand avantage financier, monétaire, économique aux États-Unis. Et donc, et ça, c'est un acte unilatéral que prendra unilatéralement l'exécutif américain qui va imposer en fait au reste du monde. Mais là, pour faire ce type de combinaison, il faut en fait déjà pouvoir développer des stratégies du fort, ce qu'on appelle les stratégies du fort, bien ce qu'on appelle des stratégies de puissance. Il faut d'abord être une... Voilà, donc ça, ce sont des exemples d'actes unilatéraux qui marquent la volonté unilatérale, qui sont le produit d'une volonté unilatérale, mais qui produisent des effets collectifs sur la scène internationale. Bien. Voilà donc pour cette vraiment pour boucler ces parties normatives. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie normative? Parce que là, on a Non, tout est compris. D'accord, très bien. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième, enfin la dernière petite partie qui nous reste. C'est relatif au contentieux économique. Alors, ce qu'on appelle le règlement des différends économiques. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une règle en droit, on dit que la sanction suit l'obligation. Et l'obligation en droit international économique, sa particularité, c'est que les normes internationales économiques, ce sont des normes. Euh, vous avez vu, le droit international économique, c'est une norme qui exprime sa prédilection, sa préférence aux normes qui sont informelles. Les normes informelles, tout ce qui est gentleman's agreement, les actes concertés informels, ça on l'avait vu la fois passée, il donne sa prédilection plutôt aux principes généraux de droit plutôt qu'aux traités internationaux, etc. Contrairement aux autres droits internationaux, comme par exemple le droit international humanitaire ou bien le droit international, c'est tout à fait le contraire. Ces types de droits, le droit international public par exemple, ces droits-là, ces catégories de droit international, ils donnent tous la préférence aux traités internationaux, aux sources classiques, ce qu'on appelle hard law. Alors que là, le droit international économique, il est allergique au formalisme. Donc, il est très allergique à ces sources qui sont formalistes, comme les conventions internationales, comme la coutume, comme les, euh,
les sources classiques en général, mais il va beaucoup plus préférer et exprimer sa préférence aux sources qu'on appelle soft law, euh, les sources qui sont moins formalistes, moins procédurales, etc. Et là, vous avez par exemple les sources de tiers ordre, les sources mixtes, les sources, comme par exemple le contrat d'État, les sources, les gentleman's agreement, les actes concertés informels, etc., qui ne coulent pas dans un moule formaliste, dans un moule procédural, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Donc c'est la sanction, elle va suivre l'obligation. Étant donné que nous avons développé une obligation extrêmement informelle, allergique au formalisme, ben forcément, le mode de règlement des différends va être à l'image de cette obligation, il va être extrêmement lui aussi informel. Voilà. Donc maintenant, deuxième niveau, c'est euh, euh, il faut savoir, on vient de le développer tout à l'heure, mais je vais le rappeler, c'est que le droit international économique, c'est un droit qui est allergique au procédural, donc même au mode de règlement judiciaire, au mode de règlement juridictionnel. C'est un mode qui préfère les modes de règlement informels, donc les modes de règlement alternatifs. D'où la préférence, d'où la préférence du droit international économique aux règlements alternatifs comme l'arbitrage, la médiation, la négociation, etc. D'accord. Alors, le droit international économique, il va renvoyer dans son mode de règlement des différends à des structures alternatives. Résultat, on va voir par exemple, contrairement aux organisations internationales publiques, les organisations internationales économiques, elles vont quasiment toutes développer leur propre mode de règlement des différends. On appelle ça le règlement, ils ont développé ce qu'on appelle un pouvoir quasi-judiciaire. Exemple, par exemple, au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale, elle va développer son propre mode de règlement des différends, qui est le CIRDI, le Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement. Ça, c'est typiquement propre au mode de règlement de la Banque mondiale. Il y a une autre organisation internationale, par exemple l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Elle aussi, elle va développer son propre mode de règlement des différends, c'est-à-dire que les différends relatifs au commerce international, par rapport au non-respect des engagements internationaux des États par rapport au traité de Marrakech, ce type de règlement, il ne va pas se faire devant des cours internationales de justice, mais il va se faire devant l'ORD, qui est l'organe de règlement des différends de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Puis vous avez le tribunal arbitral CNUTSI également. Les litiges relatifs à ce terrain, ce milieu-là, il va être déféré à un tribunal arbitral. Et après, vous avez aussi des ONG qui ont développé leur cour arbitrale, par exemple la CCI, la Cour de Londres, etc. Donc là, c'est une vraie particularité du droit international économique. C'est que contrairement aux autres droits internationaux, ça c'est une particularité que vous n'allez pas trouver par exemple en droit international humanitaire. C'est une particularité que vous n'allez pas trouver en droit international tout court. C'est une particularité que vous allez trouver uniquement, exclusivement en droit international économique. À partir du moment où ce droit-là, on va retrouver ce qu'on appelle ce pouvoir quasi-judiciaire, à partir du moment où chaque organisation internationale va se charger elle-même d'interpréter le traité qui a donné naissance à cette organisation internationale. Alors, les États, par exemple, qui ont signé la convention de Marrakech donnant naissance à l'OMC, si demain ils ont un litige commercial par rapport à l'interprétation du traité de Marrakech, seul l'ORD, seul l'organe de règlement du différend est capable de donner une interprétation aux règles et aux dispositions du traité de Marrakech. C'est-à-dire que même si les États veulent recourir à l'arbitrage, l'arbitre il devra se référer au panel, aux experts
de l'ORD pour qu'il sorte ce qu'on appelle un rapport d'expertise. L'organe spécial de l'ORD doit sortir un rapport d'expert qui seul est habilité à dire le droit en matière commerciale internationale, à expliciter ce traité-là, à l'interpréter. Même si c'est l'arbitre qui veut régler le différend, parce qu'il a été invité à régler le différend entre les États, l'arbitre ne peut pas court-circuiter l'expert de l'OMC parce que le différend porte sur l'interprétation, sur une règle plutôt, du traité de Marrakech. Donc à partir de ce moment-là, seul l'expert est habilité de l'ORT est habilité à interpréter ce texte. C'est la même chose pour la Banque mondiale, la CNUSET, CNUTSI, etc. Donc, chaque organisation internationale dispose de son propre mode de règlement des différends et de son propre euh, pouvoir, dispose d'un pouvoir quasi-judiciaire parce qu'elle est seule habilitée à donner une interprétation au traité, donnant naissance à cette organisation internationale économique. Ça, c'est une particularité qui n'existe, je vous le disais tout à l'heure, qu'en droit international économique. D'accord. Donc Ok. voilà. Donc ça c'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport au contentieux. Donc ce que je vous demandais de retenir, c'est uniquement cela, c'est de retenir effectivement cette idée d'informalisme, ce pouvoir quasi judiciaire, cette idée où la sanction suit l'obligation, la recherche, la quête du triple impératif, la rapidité, l'efficacité, la technicité. Voilà, donc c'est un peu les éléments fondamentaux euh, 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 du coup que je voudrais que vous reteniez principalement. À part ça, on ne va pas vous demander de développer beaucoup plus parce qu'à ce niveau-là, c'est déjà largement suffisant si vous arrivez à maîtriser ces fondamentaux-là. Donc voilà, là aujourd'hui on a bouclé le cours, on a terminé le cours. Je voudrais juste m'arrêter sur une restitution. Donc, ce qui vous est demandé en fait, c'est de travailler, c'est de traiter les fondamentaux de notre cours. Donc ce sont les sources du droit international, voilà, les sources du droit international économique, effectivement, et encore aussi de voir ce qu'on a fait aujourd'hui justement, un petit peu euh, en gros, hein, vraiment une lecture, enfin vraiment quelque chose de très très euh, euh, en survol, de vous arrêter sur les fondamentaux du règlement des différends en matière économique. Qu'est-ce qui caractérise ce règlement du différend, par exemple, par rapport au règlement du différend du droit international en général. Donc, on a compris que c'est un droit qui est allergique au juge international. On a vu que c'est un règlement des différends, excusez-moi, qui est allergique au juge international. Il est, il est allergique et en même temps, il est dans le rejet du formalisme. Et il est pour l'informalisme puisque la sanction suit l'obligation. Donc tout ce qu'on a vu au niveau de l'obligation va se répercuter sur la partie de la sanction. Donc au niveau du règlement, la sanction, c'est tout ce qui est règlement du différent. Il y a cette prédilection pour ce triple impératif. On a vu l'efficacité, la rapidité, la technicité, euh, etc. Donc, ce sont ces fondamentaux-là qui vont caractériser le règlement du différend en matière économique. Donc voilà, c'est un peu la grande conclusion du cours. Tout à l'heure ou demain matin, je vais vous mettre quand même les slides pour un peu vous répertorier tout le cours, du début jusqu'à la fin, pour avoir une idée de ce qu'on a fait. Et voilà, donc j'attends un petit peu vos questions par rapport au cours, justement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas... Alors, professeur, tout est compris. Euh, Tout le corps a été bien développé, merci. Professeur, est-ce qu'on aura un support pour réviser ou bien on va juste se contenter des vidéoconférences? Alors, pour le support, je vous avais expliqué qu'il fallait vous référer à l'ouvrage de Patrick Julliard et Dominique Caro. Hein. C'était en introduction, vous vous rappelez? Ok. Je vous avais demandé de voir la phase introductive, les premières pages, du début jusqu'à la page 11. C'est quelques pages parce qu'en droit international économique en français, il n'y a pas d'ouvrage. Il y a le seul ouvrage qui existe, c'est l'ouvrage de Dominique Caro et Patrick Julliard. Sinon, les Ok. autres,
Sinon, les autres productions sont en anglais, si vous pouvez traduire. Mais sinon, pour le français, vous pouvez vous contenter de cette partie-là introductive de Patrick Juliard et Dominica. Euh, c'est largement. D'accord. Ok. Après, je vais vous, pour un titre de guidance, je vais vous mettre les différents slides pour vous donner une idée de ce qui est demandé, ce qui vous est demandé de préparer. Bien sûr, pour l'examen, ça va être un QCM, euh, question choix multiples. Ok. Ça va être à distance. On va vous demander en 1 heure et demie ou 2 heures, on verra, ça dépendra de cette question, de choisir euh, la réponse qui vous trouvez qui coïncide à ce que vous avez préparé et vous choisirez entre 2 ou 3 réponses. Ok, professeur. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions particulières sur le cours ou sur l'examen éventuellement? Non, aucune question. C'est bon? C'est bon, professeur. Très bien. Donc voilà, ça va se passer comme ça. L'examen, c'est pour... on vous a affiché la date des examens? C'est bon? Oui, ils ont affiché la date des examens. C'est très bien, donc c'est déjà fait. Donc voilà, ça va être du QCM. Vous n'aurez pas à disserter pour l'instant. Euh, et voilà, donc ça va être... Voilà, donc je vous souhaite bon courage. Merci, professeur. Allez, allez, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt. Merci. Allez, au revoir.